Si je joue le rôle de Patrick Vivray, l'absent, je pourrais dire que les journalistes sont, par définition, sceptiques, désabusés, déconstructeurs. Donc, pour me mettre dans le rôle que Patrick Vivray, absent, attendait sans doute de moi, je vais essayer de poser des questions dans ce sens. Mais d'abord, très respectueusement, Monsieur le Président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, je voudrais que vous inscriviez justement dans la réflexion, je ne dis pas patrimoniale, mais ancienne, historique, cette question du rapport de la ville et de la nature que vous allez poser, que vous avez voulu poser aujourd'hui avec cette exposition qui présente des projets d'avenir. La question apparaît quand, à votre sens, François de Mazières? Moi, j'ai regardé Une ville idéale. On est en 1875. Jules Verne fait une conférence à Amiens où il imagine la ville de 2000. Et dans cette ville de 2000, il voit parfois des trames enchevêtrées de plantes arborescentes avec des oiseaux des tropiques, dont une forêt au Brésil n'eût donné qu'une idée imparfaite. Oui, mais ces lianes qui figurent une forêt brésilienne, il ne les voit que sur les chapeaux des promeneuses des boulevards d'Amiens, dont il pense qu'en l'an 2000, elle comptera 400 000 habitants, et juste un grand parc, juste un espace vert, mais de la nature, dans la projection utopique de Jules Verne, 1875, nulle prescience. C'est une très jolie citation. Non, si vous voulez, je pense que nous, ce qui est intéressant ici, c'est de traiter au fond des questions d'urbanisme. Et il a cité l'architecture, c'est ciblé depuis maintenant, on va dire, 3 ans sur la question de la ville. Parce que la ville, ça permettait pour nous de faire peut-être le lien entre ce passé et le présent. On sait que le gros problème de la naissance de cette cité, c'était un peu la querelle des anciens et des modernes. C'était ceux qui défendaient le patrimoine à travers le musée des monuments français, et puis ceux qui étaient au contraire, défenseurs zélés de l'architecture contemporaine, et c'était l'Institut français d'architecture. Et au fond, c'est un faux problème, bien évidemment, parce que la passion de l'architecture, elle se partage au passé et au présent. Et pour résoudre cette difficulté, il m'a semblé, avec notre équipe, que ce qui était intéressant, c'est plutôt de traiter les problèmes de la ville. Et on a été au cœur de cette question de la ville, à travers notamment le Grand Paris, cette consultation de 10 équipes qui est née ici, qui était une proposition qui était lancée par moi-même, au fond, et qui a été fabuleusement reprise ensuite et utilisée, et qui a permis d'être déclinée plusieurs fois à travers des expositions. Et si on voit bien, quand vous posez la question de l'histoire, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est que je pensais qu'on était sur un sujet complètement contemporain. Quand on s'est lancé sur la question de la nature en ville, je me disais c'est vraiment le tournant du siècle avec la question écologique. Et au fond, c'était pour moi presque né avec le développement durable, cette nouvelle vision. Et si on regarde bien, on disait exactement la même chose à la fin du 19e siècle. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'au début du 19e, 20e siècle, vous avez des ouvrages qui sont très proches de la pensée actuelle. Je suis notamment très frappé par l'analyse de Forestier, qui a fait ce livre sur les grandes agglomérations et les parcs et jardins. Alors Forestier, vous situez, je sais qu'il y a beaucoup d'experts, beaucoup plus compétents que moi dans la salle, mais par rapport à Jules Verne, 1875 ? Oui, alors c'est après. C'est après Jules Verne. Forestier, il est mort en 1930. Et donc, il avait, en 1930, il devait avoir 63 ans, je crois, il me semble. Il y a des experts de Forestier, ils me contrediront, mais je crois que c'est ça. Et donc, vous voyez, le cœur de sa carrière, c'est ces dernières années, 1900, 1930. Un rôle très important, et vraiment le penseur, quelque part, de l'urbanisme. Alors, avant, vous avez Olmsted, on en a beaucoup parlé, parce qu'il a été très important, notamment dans la pensée aujourd'hui de quelqu'un comme Michel Desvignes. Il se réfère toujours à cette grande icône de la pensée du paysage et de la pensée de la ville, notamment la ville américaine, de la fin du 19e.
Mais notre culture française, c'est finalement, elle vient plutôt de forestiers. Elle vient plutôt de cette capacité à penser la ville en harmonie avec le paysage. Et c'est vrai que fin du 19e, on a tout de même cette préoccupation hygiéniste dans les villes industrielles, dans les grandes villes comme Paris, comme Londres, comme Berlin. Et c'est à ce moment-là où on voit une pensée urbaine qui se construit à la fois sur la nécessité de faire de l'habitat en grand nombre et en même temps de le mixer avec ses parcs et jardins. Mais pardonnez-moi, François de Mazières, je continue à jouer le rôle que Patrick Oui. Vivray aurait attendu de moi, celui qui construit des désaccords. Quand Forestier pense à la présence du paysage, je n'avais pas employé le mot nature, dans la ville, c'est sous forme d'espaces verts, d'espaces de respiration. Vous avez employé en revanche le mot hygiénisme, l'espace vert nécessaire à l'équilibre de l'homme. Il n'y a pas la pensée d'une autonomie de la nature qui devrait se nourrir d'elle-même et se développer comme dans la réflexion contemporaine sur la ville fertile. Oui, alors ça, c'est vrai que ça émerge de façon très forte au cours des dernières années. Il y a véritablement aujourd'hui un intérêt très grand sur cette capacité à la nature de vivre d'elle-même à l'intérieur de la ville. Et effectivement, il y a peut-être moins ce partage, il y a au contraire cette volonté un peu de reconquête qui est plus nette dans l'époque contemporaine que dans cette période. Ça, on sent effectivement, et c'est peut-être la modernité de notre époque vient sans doute de ceci. Parce que si je fais appel à une expérience personnelle, mon père était jardinier dans une commune et il s'occupait des espaces verts. Alors tout était tracé au cordeau, dessiné avec des épures, vous savez, les armes de la ville avec des bégonias, le gazon tondu, rien à voir avec le jardin de Gilles Clément. Oui, alors justement, alors vous savez, il y a une chose très intéressante à observer, c'est ce qui s'est passé dans l'École nationale du paysage à Versailles. Parce que l'École nationale du paysage a traduit toute cette évolution. Donc elle est créée dans les années 1970. Et au fond, cette école, elle va quelque part porter la culture du jardin en France. Elle est extrêmement importante dans son rayonnement. Si on regarde, au départ, vous avez tout de même une culture, qu'on va dire le jardin à la française. On est à Versailles, donc on est héritier de Le Nôtre, et c'est très fort. Et ça va vraiment imprégner cette école. Des gens comme Michel Corajou, qui sont les tenants de cette école, ou Michel Desvignes. Et c'est là où c'est passionnant, c'est qu'émerge effectivement une nouvelle pensée, qui est celle plutôt incarnée par Gilles Clément, qui est cette nature, on va dire, complètement naturelle, Et on va voir, moi, ça me frappe, parce que dans cette école, il y a eu des querelles terribles. Ils se sont exclus réciproquement. Et puis, voilà, aujourd'hui, tout ça est pacifié. On a le sentiment, si vous voulez, que Michel Corajou a intégré certains éléments de la nature, presque l'exubérance de la nature, de même que Gilles Clément, au fond, je pense, les spécialistes sont là, tu connais bien mieux Gilles Clément que moi, mais il y a aussi une sorte de regard beaucoup plus amène, et il y a une considération réciproque qui n'existait pas il y a 20 ans. Oui, mais si on veut remonter dans le temps, parce qu'on parlera du présent et de l'avenir, et de la paix qui va nécessairement les caractériser dans un instant, et si on cherche à examiner les débats du passé, le nom de Versailles, vous avez eu le tort de le prononcer, François de Mazières. Tout à l'heure, je ne dirais pas que vous êtes élu local, Thierry Laverne, par exemple. Je suis Versaillais, élu local, pas à Versailles. Alors, François de Mazières, il se trouve qu'il est aussi maire de Versailles. J'imagine que vous détestez confondre la fonction de maire de Versailles et celle de président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Néanmoins, puisque vous avez cité le nom de Versailles. Ça, justement, c'est les clivages français complètement idiots. Je trouve que tout ça s'enrichit énormément. Bon, bah alors allons-y. Versailles, c'est une ville nouvelle. C'est-à-dire, c'est pas une ville nouvelle du XXe siècle née de la volonté présidentielle, c'est une ville nouvelle née de la volonté royale au XVIIe siècle. Et est-ce que la nature y a une place? Oui, il y a les jardins à la française, vous l'avez dit. Il y a le balcon royal qui donne sur une nature dominée. Et la conception de la nature qu'on a au moment où on conçoit dans le cabinet royal
le parc de Versailles n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'a rien à voir? Moi, ce qui est frappant, si vous voulez, effectivement, Versailles est une ville où la nature a un rôle immense dès le départ, y compris dans la conception urbaine. Alors, on le dit toujours, vous avez la célèbre Padoie, qui au fond, la Padoie, vous avez entre le château, et il y a une sorte de renversement du dessin de le nôtre, et de l'autre côté, on dessine la ville autour de la Padoie, et c'est pratiquement, si vous voulez, l'image inversée de celle qui est dans le château. Et on a construit la ville de cette manière. Donc, la présence de la nature dans Versailles est énorme. Et si on regarde tout cet urbanisme, l'urbanisme de Versailles est très intéressant parce que c'est une des villes où les règles ont été posées de façon extrêmement claire dès l'origine et ont été maintenues au XVIIIe. Et au XVIIIe apparaît, c'est d'ailleurs quelqu'un qui s'appelait d'Angevillers, qui était l'architecte, on va dire en gros l'architecte en chef de Versailles, qui a introduit quelque part le permis de construire. Et moi j'ai toujours regardé, c'est assez fascinant de voir combien il a normé cette ville, en notamment étant à un moment totalement opposé aux toiles à mansardes et imposant les toiles à françaises, et en imposant les jardins derrière. Et si vous regardez Versailles avec un Google, vous verrez que c'est une ville étonnante, parce que c'est une ville où il y a l'immeuble de façade et toujours le jardin derrière. Et toute la partie 17e est construite de cette façon. Et moi, je trouve que certes, les jardins sont domestiqués, mais si vous regardez derrière, justement, ils n'ont jamais été totalement domestiqués. Et au fond, à Versailles, vous avez toujours ces deux aspects. Vous avez eu l'aspect de représentation, très fort, hein, c'est la représentation royale, c'est le nôtre qui l'organise, et effectivement, c'est très rigoureux, c'est très... voilà, c'est exceptionnel. Et puis, vous avez toujours eu les jardins derrière. Les jardins derrière qui se retrouvent aujourd'hui dans une tradition qui est celle des jardins ouvriers, très important à Versailles. Hein, si là aussi, regardez Google, vous verrez, il y en a partout, les jardins ouvriers. Et là, ce n'est pas du tout des jardins à la française, c'est un jardin à l'inspiration du potager. On est beaucoup plus dans une pensée Gilles Clément. Donc, l'histoire n'est pas aussi simple que ça. Je ne crois pas tellement, si vous voulez, à la rupture systématique.